Bon. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Je crois que oui. Alors, il est 11 heures précises à Paris. On va peut-être attendre quelques secondes encore que les inscrits puissent nous rejoindre encore en plus grand nombre. Nous attendons aujourd'hui plus de 400 participants à ce webinaire. Donc, c'est un signe que le sujet intéresse beaucoup. On est vraiment très, très heureux de ce chiffre. Et on espère que que tous les participants vont pouvoir puiser dans ce webinaire beaucoup d'énergie. Donc, on va attendre quand même encore quelques secondes avant de continuer, et plutôt avant d'introduire. En tout cas, on est tous très heureux d'être là ce matin et très heureux de vous accueillir tous. Bon, je vais commencer alors. Donc, oui, vous êtes plus de 300 participants, 400 probablement même à ce webinaire. Ce webinaire qui propose un témoignage d'entrepreneurs bâtisseurs d'Afrique. Alors, ce webinaire est organisé par investisseurs et partenaires et par Proparco. Et vous, participants, vous venez de France, beaucoup, mais aussi du Sénégal, du Togo, du Mali, de Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Bénin, Maroc, 33 pays. Donc, merci très sincèrement de votre forte mobilisation ce matin. Merci à Jean-Michel Severino, président d'Investisseurs et Partenaires, et Grégory Clément, directeur général de Proparco, de leur présence. Nous allons recueillir le témoignage de 3 bâtisseurs d'Afrique, Radiatou Nakulima, Sidi Khalifou, Frédéric Vibo. J'ai eu le plaisir de les rencontrer quand on a fait ce projet de livre paru il y a 1 an. Avec Investisseurs et Partenaires, on a choisi de les appeler comme ça, bâtisseurs d'Afrique, parce que ce sont des entrepreneurs africains qui bâtissent un projet fort. Leur entreprise a un impact social ou environnemental fort. Ce sont des personnes qui n'attendent pas que les choses se fassent sans elles. Ce sont des bâtisseurs d'Afrique, car nous croyons que cet état d'esprit entrepreneur, énergique, respectueux de la terre et des personnes, généreux, a un rôle clé à jouer dans l'Afrique d'aujourd'hui et pour bâtir celle de demain. Nous allons donc vous présenter ces 3 entrepreneurs, leurs projets remarquables et leur demander comment ils vont depuis 1 an, avec cette année bouleversée et bouleversante partout. Nous espérons qu'en les entendant, vous, les 300 participants à ce webinaire, vous aurez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est justement pour vous donner envie d'y aller que nous sommes là ce matin. Nous avons l'ambition de vous donner envie d'entreprendre à tous les 300, ou presque tous. Nous sommes ambitieux et confiants. Et si vous n'êtes pas 300 à entreprendre à la suite de ce webinaire, vous pouvez aussi être en appui de ceux qui entreprendront, comme les acteurs de Proparco ou d'Investisseurs et Partenaires. J'ai vu aussi qu'il y avait des banquiers dans la salle. Quelques informations pratiques sur l'outil sur lequel nous sommes. Alors, on est en direct depuis Dakar avec Radi, Nouakchott avec Sidi, Tananarive avec Frédéric et Paris. Alors, bravo la technique.
On va commencer par un résumé du parcours de chacun, donc Radi, Sidi, puis Frédéric. Et après, on aura un échange avec eux. Et ensuite, ils répondront à vos questions, celles que vous aurez posées sur le chat. Des questions seront prises aussi par Jean-Michel Severino et Grégory Clément. Tous les participants peuvent s'exprimer sur le chat et tous peuvent poser des questions. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on pourra continuer à répondre sur le chat après la fermeture du webinaire. Vous avez aussi sur la droite de votre écran un onglet sondage et on l'utilisera aussi 2 fois pour vous demander votre avis sur 2 ou 3 questions. Merci à nouveau de votre présence. Je vais maintenant demander à Jean-Michel Severino, président d'Investisseurs et Partenaires, puis à Grégory Clément, directeur général de Proparco, d'introduire ce temps d'échange et de nous rappeler quel est leur engagement aux côtés de ces entrepreneurs. Jean-Michel, je vous propose la parole. Bonjour à tous. Donc moi je suis vraiment très honoré et très heureux d'être avec vous ce matin et de partager ce moment de rassemblement autour des entrepreneurs africains. Je dois être bref parce que l'important aujourd'hui c'est d'entendre Sidi, Radi, Frédéric, mais je voulais d'abord remercier mes partenaires et mes amis de Proparco et du groupe de l'AFD pour avoir entrepris ce partenariat de communication, eux avec qui nous travaillons depuis maintenant tant d'années, main dans la main, et qui sont nos partenaires et nos financeurs dans cette aventure, et pas que des petits financeurs. Mais je voudrais remercier Véronique et Clémence pour tout le travail qu'elles avaient accompli pour la réussite de cette rencontre. Et je vais en venir très rapidement à vous, Nathalie, aussi. Alors, je dois vous dire quelques petits mots d'IEP. Pourquoi nous sommes là? Nous sommes une équipe qui cherche à obtenir des résultats de développement en Afrique au travers des entrepreneurs. Le continent africain, c'est le premier enjeu pour l'Europe, mais peut-être pour la planète, en termes de croissance et d'insertion dans la planète dans notre 21e siècle. C'est le premier défi démographique aussi, avec un parcours incomparable dans l'histoire de l'humanité et qui implique la génération d'une très grande bataille pour l'emploi, où les PME et les entrepreneurs sont vraiment en première ligne. Mais c'est aussi dans les entreprises que se jouent des enjeux considérables sociaux, comme l'accès aux biens et aux services essentiels, mais aussi des enjeux planétaires comme le climat. Et c'est pour ça que nous n'avons pas seulement besoin d'entrepreneurs, et de plus en plus d'entrepreneurs en Afrique qui créent de l'emploi, et de l'emploi formel et de l'emploi décent, mais nous avons besoin aussi d'entrepreneurs responsables qui vivent les enjeux de la société et de l'environnement. Et nous avons le sentiment que avec nos amis de Proparco, que c'est en accélérant cette émergence des entrepreneurs africains responsables que ces grandes batailles de l'emploi, des services essentiels, de la pauvreté, du genre seront gagnées. Et pour ce faire, nous avons fait un grand chemin ces dernières années. Nous sommes aujourd'hui une équipe d'une centaine de personnes présentes sur une dizaine de sites en Afrique et qui soutenons aujourd'hui près de 200 entreprises, dont les 3 qui sont représentées aujourd'hui et qui ne seront pas les moindres. Et cette équipe de l'IEP est aujourd'hui une équipe essentiellement africaine, à peu près 80%. Présente en Afrique, et j'aime imaginer que aussi mes collègues africains qui sont les pionniers de l'investissement sont de leur manière également des bâtisseurs d'Afrique. Alors quand Nathalie est venue nous voir en 2019 pour nous proposer ce projet, parce que c'est à son initiative, on a tout de suite été enthousiasmés par l'objet, très confiant dans la personne, parce qu'elle avait déjà réalisé quelque chose de similaire avec une équipe française qu'on aime beaucoup. Et on a trouvé formidable cette occasion nouvelle de montrer ce que faisaient les entrepreneurs africains, à la fois la manière dont ils impactaient
le monde et le continent, et ça Nathalie a commencé à l'évoquer, mais aussi l'incroyable qualité de leur parcours humain, parce que ce sont des aventures formidables, et pour ceux qui ont lu le livre de Nathalie, ce que je recommande vraiment beaucoup, je crois qu'il y a une prise de conscience à travers leur parcours des incroyables gains, mais aussi des incroyables difficultés qui jalonnent ce parcours. Je pense qu'ils en feront écho tout à l'heure, et cette résilience humaine, cette capacité à faire, elle est tellement éloignée de l'image compassionnelle que l'on a parfois en France, en Europe, du continent africain, qu'elle mérite d'être portée parce qu'elle jette un regard radicalement différent sur la réalité d'un continent africain qui, nous, ne nous surprend pas du côté d'IEP parce que nous vivons à leur côté. Alors, ce livre, je vous le recommande aussi au passage parce qu'il a été écrit avec beaucoup d'humanité. Nathalie nous a beaucoup impressionnés par la clarté et l'intelligence de sa démarche, sa profondeur, sa chaleur, son talent, mais aussi cette humanité, cette finesse d'approche des personnes qui, je crois, permet de restituer dans leur densité le parcours de nos amis. C'est une œuvre qui est à moitié celle d'un journaliste, à moitié celle d'un écrivain et à moitié celle d'un militante. Donc ça fait 3 moitiés pour ce travail et qui est 100% les 3 en même temps, donc lisez-le. Et puis, avant de passer la parole à mon ami Grégory, je voudrais faire un petit clin d'œil à Assalfo, le chanteur de Magic System, qui a préfacé notre ouvrage. Il se trouve qu'Assalfo est non seulement un grand musicien, célèbre sur tout le continent et en France, mais c'est aussi un entrepreneur, c'est aussi quelqu'un avec qui nous investissons en commun. Il est notre co-actionnaire dans une entreprise qui est une radio privée internationale francophone, Africa Radio. Et donc, l'esprit Zouglou règne sur IEP. Et il y a un titre de ces chansons que j'aime bien, qui s'appelle « Même pas fatigué ». Et je vous propose de retenir ce slogan « Même pas fatigué » comme étant ce qui résume l'esprit des entrepreneurs avec qui nous sommes. Donc, même pas fatigué, Grégory. Je crois qu'à ProParco, vous n'êtes même pas fatigué non plus de soutenir l'entrepreneuriat africain. Et Nathalie nous réserve une surprise tout à l'heure. À toi, Grégory. Merci beaucoup. Même pas fatigué, même pas, non, en effet. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je tiens à te remercier, Jean-Michel, et puis bien sûr également IEP, puis Nathalie Madeline, qui nous ont associés à la création de cet ouvrage Bâtisseurs d'Afrique, je crois qu'il illustre vraiment parfaitement une thématique qui est très importante pour ProParco et qui est celle de l'entrepreneuriat. Donc, bon, vous connaissez, je pense, notre activité. Nous rencontrons un très grand nombre de femmes et d'hommes qui sont engagés, qui apportent des solutions concrètes aux défis du continent, qu'il s'agisse par exemple de l'accès à l'eau, à l'électricité, à la santé et bien d'autres encore. Je crois qu'ils illustrent parfaitement et chacun à leur façon le rôle que peut jouer le secteur privé pour le développement. Notre rôle à nous, en tant que DFI, c'est de soutenir ces initiatives qui vont faciliter l'accès aux biens et services essentiels pour les populations locales et également favoriser la création d'emplois. Ce sont les impacts que nous recherchons à avoir sur le terrain, nous, bien entendu, avec nos partenaires et nos clients. Alors, les 11 parcours qui sont présentés dans Bâtisseurs d'Afrique témoignent de nombreux obstacles que doivent surmonter les entrepreneurs en Afrique, et notamment en termes d'accès au financement. Et je vais prendre un chiffre, une comparaison plutôt en Inde. Par exemple, en Inde, les volumes d'investissement en venture capital sont 8 fois plus élevés qu'en Afrique. Donc, il y a encore un gros gap de financement en Afrique que les DFI peuvent combler. Dans la majorité des fonds locaux qui existent sur le continent africain, les DFI représentent encore 50% du tour de table. Donc, le rôle des DFI continue à être un rôle clé dans les levées de fonds. C'est pour répondre en fait à ces besoins de financement et d'accompagnement que le groupe AFD, le groupe Agence Française de Développement, a mis en place différentes initiatives et puis des outils qui visent l'ensemble des startups à leurs différents stades de maturité. Donc, au stade de l'idée,
avec le fonds Digital Africa au stade de l'amorçage ensuite, avec FISEA+, qui est un fonds de l'Agence française de développement que Proparco conseille et gère. Lorsque les startups sont plus matures, eh bien, nous intervenons au niveau de Proparco directement sur notre bilan, en direct ou au travers de fonds d'investissement. Et enfin, à travers la nouvelle initiative Bridge by Digital Africa, qui vise à soutenir en fait les startups à fort potentiel, mais qui sont impactées par la crise, notamment dans le cadre des levées de fonds qui sont freinées aujourd'hui par la crise sanitaire. Donc notre action vis-à-vis des startups, elle s'inscrit dans notre initiative globale Choose Africa. Elle a été lancée, cette initiative, en 2018, en 2019 pour être précis, mais elle porte sur la période 2018-2022. Donc avec Choose Africa, le groupe AFD s'est donné pour objectif de consacrer 2,5 milliards d'euros au soutien des startups, des PME et des PME en Afrique d'ici 2022. Donc, nous sommes en bonne voie d'y parvenir puisque nous avons déjà engagé plus de 2 milliards d'euros depuis 2018 et qui doivent permettre, tout cet argent, en fait, doit permettre quoi? Il doit permettre de soutenir les TPE et les PME, comme je le disais, et on vise plus de 16 000 TPE et PME accompagnés bénéficiaires de ces financements. Alors, on est conscient que la plupart des petites entreprises souffrent beaucoup de la crise actuelle et que leurs difficultés de financement se sont encore accentuées ces derniers mois. C'est la raison pour laquelle Proparco a lancé Choose Africa Résilience grâce au soutien de l'État français. Choose Africa Résilience vise à apporter 1 milliard d'euros supplémentaires à destination des startups, des TPE et des PME africaines, en réponse à la crise économique qui les affecte. Et ça porte donc l'initiative Choose Africa que je mentionnais de 2,5 milliards d'euros à 3,5 milliards d'euros. Alors, je donne beaucoup de chiffres, je le sais, mais c'est un effort supplémentaire que nous commençons à déployer sur le continent depuis la fin de l'année 2020, à travers notamment un produit de garantie à destination de nos partenaires bancaires. Cette garantie, elle est apportée par Proparco et elle doit permettre aux institutions de financement locales, aux institutions de microfinance, de continuer à financer l'économie avec une prise de risque la plus réduite possible. Alors, le Sénégal et Madagascar, où vivent deux des trois entrepreneurs qui interviennent aujourd'hui, comptent d'ailleurs parmi les tout premiers pays de déploiement de cette initiative. Aujourd'hui, nous déployons cette initiative dans 4 pays, donc Sénégal, Madagascar, que je viens de citer, mais également la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et nous avons vocation à étendre la couverture géographique sur le continent progressivement au cours de cette même année. Pour accompagner les TPE et les PME, donc le groupe s'appuie bien entendu sur ses forces, mais également sur ses partenaires. On compte pas loin de 200 partenaires sur le continent, les banques, les fonds d'investissement, les institutions de microfinance, les incubateurs, par exemple. Alors, IEP, c'est d'ailleurs investisseur et partenaire, et d'ailleurs un partenaire clé pour le groupe AFD sur le continent. C'est notre partenariat avec IEP et avec ses équipes que nous accompagnons maintenant depuis plusieurs années, qui nous a permis d'identifier et de soutenir les entrepreneurs talentueux et ambitieux que nous allons entendre aujourd'hui. Donc, notre mission, vous le savez, elle n'a de sens que grâce au travail, à l'engagement et à l'énergie de millions d'entrepreneurs africains. Et c'est vous, les entrepreneurs, qui faites de l'impact, qui avez de l'impact sur le terrain, c'est vous qui contribuez au développement économique du continent. Et je laisse donc la parole à ces entrepreneurs, à Nathalie, Madeleine également, et aux 3 entrepreneurs qui ont accepté de venir partager leur expérience avec nous aujourd'hui. Merci à eux. Merci beaucoup. Merci Grégory. Alors, talentueux et ambitieux, effectivement. Je vous propose de raconter le parcours de ces 3 entrepreneurs qui nous font le plaisir d'être là ce matin. Donc, Khadi, Sidi et Frédéric. Je vais commencer honneur aux femmes par Khadi. Et je demanderai à Khadi, à la fin de ce parcours, de nous dire quels sont
les 3 qualités dont il a fallu qu'elle fasse preuve le plus pour arriver là où elle est, là où son projet est arrivé. Alors, Radi Diatou Nakulima, vous avez fondé Nest, une structure médicale dédiée à la femme et à l'enfant au Sénégal. Vous êtes né en 1986 au Sénégal, vous habitez Dakar. Votre père était pédiatre. Après un baccalauréat scientifique à Dakar, vous êtes venu en France pour des études supérieures. Vous êtes très bon élève, vous intégrez l'école des mines de Paris. À l'école des mines, vous prenez une option peu courante encore pour un ingénieur, l'option entrepreneuriat. Cette option, c'était le moyen de donner vie à un rêve de petite fille, ouvrir un hôpital pour enfants à Dakar. Cette option entrepreneuriat vous donne l'occasion de rencontrer à Paris des réseaux qui vous aident à formaliser ce rêve. Vous voyez concrètement que ce serait possible de le réaliser. C'est la preuve qu'il faut toujours écouter ses rêves d'enfant. Votre frère vous parle alors d'un réseau d'hôpitaux privés dont il a lu le cas, Life Spring Hospitals en Inde. C'est un réseau qui a expérimenté un modèle économique innovant, des soins ouverts à tous, riches et pauvres, avec une tarification différente selon les patients, selon leurs revenus. Radi, vous postulez très simplement, spontanément, pour y faire un stage. La chance est avec vous, on vous répond oui. Vous partez alors pour Hyderabad, en Andhra Pradesh. C'est le bout du monde, mais c'est passionnant. Et pendant 6 mois, vous étudiez leur organisation, avec beaucoup d'attention. Vous revenez à Dakar à 24 ans, formé, avec un modèle en tête. Alors, vous vous attaquez à créer un centre de soins avec un tarif accessible aux milieux modestes, adapté à la culture et à la société du Sénégal. Il faut trouver des financements. Investisseurs et partenaires que vous aviez déjà rencontrés à Paris vous appuient. Il faut ensuite travailler en collaboration avec le ministère de la Santé et vous, Radi, qui avez à peine 25 ans et qui n'avez ni la légitimité d'un médecin, ni la respectabilité pour parler lors des comités, cette respectabilité qu'on associe trop souvent à l'âge, vous arrivez, à force de sérieux et d'arguments construits, à changer leur regard. Alors vous êtes autorisé à ouvrir un premier établissement à Dakar pour enfants, avec l'appui et l'engagement de votre père pédiatre. Le modèle marche. Vous ouvrez ensuite une maternité avec l'appui et l'engagement d'un médecin obstétricien de Dakar. Votre modèle, là aussi, marche. C'est le modèle qui manquait, à mi-chemin entre hôpital privé, inabordable pour les petits revenus, et hôpital public, qui n'est pas assez rassurant aux yeux de certains. Vous travaillez l'efficacité du parcours client ou parcours patient. Vous travaillez la qualité de l'accueil, la qualité des soins, l'attention aux mamans. Vous créez des emplois formels. Les salariés sont formés et fiers de la démarche. Et votre fierté à vous, Radi, c'est de faire travailler le public et le privé dans un même objectif et un même souci constructif. C'est révolutionnaire, mais ça marche. Parce que l'organisation est très rigoureuse et les équipes engagées. Radi, au printemps 2020, vous aviez 50 salariés, votre maternité accueillait 500 naissances par an. À votre avis, Radi, je vais vous poser la question, quelles sont les 3 qualités les plus importantes dont vous avez dû faire preuve pour arriver à ce résultat?
Et je vais… Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Bonjour Hadi. Merci Nathalie pour ce portrait et cette présentation très flatteuse et aussi un peu émouvante pour moi. Je voudrais faire écho à ce que Jean-Michel a dit et te remercier pour ton sens de l'écoute et pour l'approche aussi que tu as eue dans la rédaction de ce livre. Remercier aussi IEP pour le partenariat et le pari qu'ils ont fait en investissant sur l'entreprise et aussi sur ma personne et Proparco pour l'initiative. Alors pour répondre rapidement à la question, je dirais que les qualités à développer, en tout cas, parce que ce sont pas des qualités forcément qu'on a dès le départ, c'est vraiment d'abord l'agilité parce qu'on fait face à beaucoup d'incertitudes. Quand on est entrepreneur dans nos environnements, il faut pouvoir être assez agile. On parle beaucoup de résilience et je pense qu'on ne le dira jamais assez, même si c'est un mot un peu à la mode, mais c'est vraiment une qualité dont on a besoin de pouvoir, face aux obstacles, trouver les moyens d'atteindre ses objectifs autrement. Et puis, je pense qu'une qualité qui a été essentielle à développer à travers le temps, c'était la confiance. La confiance aux autres, la confiance en une équipe. Là, en l'occurrence, je parle de toute l'équipe de Nest, les partenaires, les médecins et l'équipe aussi administrative. Et surtout une confiance en soi dont on peut manquer et qui est nécessaire quand on nous répond non, par exemple, ou quand on fait face à certains obstacles. La confiance en soi est essentielle. Ok, ben super. Merci Hadi. On y reviendra tout à l'heure. On approfondira ces questions et ces qualités parce que c'est effectivement super important, peut-être surtout aussi quand on est une femme. Mais passons peut-être tout de suite à Sidi. Donc, le portrait de Sidi Halifou. Donc, Sidi, vous avez fondé CDS, donc une société qui donne accès à l'électricité et à l'eau pour tous en Mauritanie. Donc, Sidi, vous habitez et vous êtes né à Nouakchott, en Mauritanie. Votre père était instituteur. On dit souvent que naître dans une famille d'enseignants donne un environnement propice à de bonnes études, et vous l'avez montré. Vous avez mené un parcours d'études solide, scientifique. Après votre bac, filière génie mécanique, vous avez décroché une bourse pour faire des études supérieures en France. Alors, le plan tout tracé au départ, c'était de retourner en Mauritanie avec votre formation d'ingénieur pour vous faire embaucher à la SNIM, donc la Société d'exploitation du minerai de fer. Ça, c'était un chemin tout tracé sur un tapis rouge. Mais à l'école d'ingénieurs, à SUPMECA, à Paris, vous rejoignez la junior entreprise. Avec cette junior entreprise, vous entrez en relation avec une ONG qui travaille sur le développement, sur des transferts de technologies des pays du nord vers le sud. Vous menez pour eux un premier projet, c'est un forage de puits au Mali. Et là, vous réalisez que vous vous sentez bien aussi avec cette casquette de gestion de projet dans toutes ses dimensions, l'ingénierie, mais aussi la partie commerciale, la partie réseau, la partie finance, la partie pilotage. Vous êtes piqué d'une démangeaison entrepreneuriale. Et là, Sidi, vous n'avez alors plus du tout envie de travailler à la SNIM. Vous voulez piloter des projets de développement. Et votre priorité alors, c'est apporter de l'eau et de l'électricité dans les villages de Mauritanie. La Mauritanie, ce pays que nous, Européens, voyons comme un pays de terre aride, vous voulez lui donner de la lumière et de la verdure. Vous travaillez en délégation des services publics. Vous croyez qu'un service qui a de la valeur doit être rémunéré. Vous êtes convaincu que les villageois, y compris dans les villages pauvres,
doivent payer un minimum d'exploitation du service pour pouvoir rémunérer les équipes qui l'installent et qui le maintiennent. Vous apprenez aux populations à maintenir l'équipement. Vous leur enseignez la notion de qualité et de maintenance. Vous travaillez pour développer la vie sur place dans les villages, pour y conserver une attractivité pour la jeunesse, parce que sans eau, sans électricité, les jeunes fuient les villages et vont grossir les faubourgs des grandes villes. Et ça, pour vous, c'est vraiment un souci, parce que grossir les faubourgs des grandes villes, ça entraîne des déséquilibres démographiques et sociaux. Vous avez développé avec investisseurs et partenaires CDS pour installer dans les zones rurales des solutions optimisées d'énergie renouvelable. Vous travaillez en lien avec les pouvoirs publics et les ONG. Mais vous avez aussi créé plusieurs autres sociétés d'exploitation, d'études, de contrôle qualité. Et parce que vous croyez que c'est l'esprit d'entreprise qui saura mener le développement, vous avez aussi créé un incubateur d'entreprise et vous faites la promotion de l'entrepreneuriat en Mauritanie. Vous dites que dans une grande entreprise, et là je vous cite, on utilise 15% de son cerveau et dans une PME, 90%. Sidi, vous disiez début 2020 avoir 120 salariés. Je vous pose la même question qu'à Hadi. Quelles sont, à votre avis, les 3 principales qualités dont vous avez dû faire preuve pour arriver à ce résultat? Oui, Sidi, on vous voit. Merci Nathalie pour super. ce portrait, effectivement assez fidèle à nos discussions. Et merci Jean-Michel et à tous les acteurs effectivement qui soutiennent l'entrepreneuriat parce que effectivement les entrepreneurs ont besoin de ce soutien et ont besoin d'être poussés comme modèle pour les autres. Donc voilà les principales qualités qu'on peut avoir ou que j'ai eu en fait en partie pour pouvoir réussir ce genre de projet. La première chose, c'est l'ambition. Je pense que c'est oser dès le départ, effectivement avoir ce projet et dire, quelles que soient les difficultés, quel que soit le contexte, on peut créer quelque chose et on peut démarrer ou on peut reprendre une entreprise. Bon, ça, je pense que c'est un élément fondamental là-dessus. La deuxième, c'est la patience. C'est sûr que au départ, c'est pas toujours évident. Moi, je me rappelle au début, et c'est assez anecdotique quand on a démarré, c'est la délégation de service public. La rentabilité est faible, le travail est dur, et c'est vrai que à plusieurs reprises, on dit est-ce qu'on est sur la bonne voie, est-ce qu'il faut continuer? Mais en persévérant, effectivement, on se rend compte en ayant la patience d'évoluer, que petit à petit, les chiffres augmentent, que la situation est mieux maîtrisée. Et sans cette patience, on cède rapidement à dire c'est difficile et on vire. Et après, le business, effectivement, ne continue pas. La troisième, c'est peut-être la rigueur. C'est vrai aussi que dans nos pays et dans nos entreprises, il faut beaucoup de rigueur pour qu'on avance et qu'on fasse travailler effectivement des équipes et qu'on évolue. Aussi bien pour avoir à maîtriser ses charges que pour manager des équipes, que pour gérer des contrats. Donc, cette rigueur, elle est essentielle pour une bonne gestion des entreprises et pour une bonne rentabilité parce que il arrive qu'on soit sur des bons secteurs, mais par manque de rigueur, on ne fait pas les bons chiffres, on ne fait pas les bons résultats. Voilà, je pense que ce sont ces trois éléments qu'on peut mettre en avant. Nathalie? Oui, je suis là.
on peut, avant de passer au parcours de Frédéric, peut-être passer la vidéo. Il y a 2 minutes de vidéo qui peuvent présenter CDS et qui permettent de bien rentrer dans le contexte, dans l'ambiance, dans le pays. La gestion CDS. Merci. L'eau qui était saumâtre est devenue meilleure. La quantité également qui ne satisfaisait pas l'ensemble des populations, maintenant il suffit d'ouvrir son robinet pour trouver de l'eau. Oui, merci Véronique pour cette vidéo. Ce qui est assez étonnant, c'est que je trouve que dans la vidéo, à partir du moment où l'eau arrive dans le pays, on voit beaucoup de couleurs. Et symboliquement, c'est assez joli. Donc, merci. Donc, passons au parcours de Frédéric. Donc, Frédéric Vibo, vous avez créé Ultramail, une entreprise de textile à Madagascar. Alors, Frédéric, vous êtes né en France avec un père officier de marine et de ce fait, vous avez beaucoup vécu à l'étranger pendant votre enfance et notamment, vous avez vécu à Madagascar entre l'âge de 3 ans et 5 ans. Vous avez grandi et fait des études en France, mais vous êtes retourné jeune diplômé à Madagascar pour aller retrouver ce pays au parfum d'enfance. Après plusieurs projets, là-bas à Madagascar, donc le premier pour trouver un fournisseur de sorgho pour un fabricant de balais, l'autre pour créer un annuaire professionnel de l'île, et ce projet vous donne d'ailleurs l'occasion de parcourir le pays à moto, tout le pays, et vous sentez, en parcourant le pays, que le textile a l'air de bien se développer et ça vous attire. Vous trouvez des fonds parce qu'un ami d'amis vous suit. La confiance est capable de se mettre en route très vite à Mada si vous avez un projet qui tient la route. Vous construisez une usine de tricot dans un bâtiment vide, vous achetez des machines, vous apprenez le métier. Vous passez par des étapes de folie qu'on ne peut pas raconter en 3 minutes, mais je donne juste un avant-goût, un résumé. Vous manquez de vous faire étrangler par votre premier client à qui vous avez livré un conteneur de pull avec 2 fois la taille L au lieu de L et M. Vous vous faites dépouiller par votre premier associé qui vous laisse sur le pavé. Vous repartez à zéro. Vous rebâtissez une 2e usine de mailles. Et là, c'est Ultramail.
Des transporteurs perdent vos containers, d'autres les confondent avec des containers de cornichons. Vous encaissez 2 dévaluations du franc malgache. Or, pour un exportateur, une dévaluation de 50%, ça veut dire du jour au lendemain, acheter le fil 2 fois plus cher et vendre le pull 2 fois moins cher. Et pendant ce temps-là, le client européen, lui, ne veut pas entendre parler d'autre chose que d'un prix stable. Vous vivez une guerre civile, le pays coupé en deux, le port et les containers de fil de l'autre côté du front, dans un pays paralysé par le blocus. Pour faire marcher la chaudière de l'usine, vous trouvez le moyen d'acheminer des barils de fioul par des pirogues sur le canal du Mozambique. Vous subissez des contrôles désagréables du fisc et des douanes, des contrôles qu'on pourrait presque juger cocasses parfois, s'ils n'avaient pas mis l'entreprise en danger. On peut citer ces douaniers qui exigent une explication sur le savon que vous avez déclaré dans vos comptes. Ils ne veulent pas comprendre que le savon a disparu. Oui, le savon est parti dans l'eau du lavage au fur et à mesure des lessives. Justement, le savon, ça disparaît. Mais ça, c'est trop difficile pour eux. Mais avec tout ça, vous adorez ce pays, vous adorez les aventures qu'il vous offre. Vous adorez cette capacité à trouver des partenaires dès que le projet tient la route. Les clients qui vous font confiance, même quand vous démarrez dans le métier. Vous adorez et admirez l'envie de travailler et d'apprendre de vos ouvriers, de vos contremaîtres. Frédéric, vous avez demandé la nationalité malgache. Investisseurs et partenaires est entré dans votre capital pour consolider la croissance et vous aider à monter une filière de fil bio. Frédéric, au printemps 2020, vous aviez 960 salariés, dont 70% de femmes. Pour mener ce parcours, quelles sont, Frédéric, à votre avis, les 3 qualités principales dont vous avez dû faire preuve? Et je vous passe la parole, Frédéric. Bonjour Nathalie, bonjour aux webinaristes qui aiment l'Afrique puisqu'ils sont présents. Les 3 qualités principales, je vais d'abord dire, il faut avoir l'instinct d'aventurier. Quand on est européen et que on vient dans un pays comme Madagascar, il faut aimer l'aventure et peut-être la chercher même, l'aventure. Le deuxième point, c'est d'avoir l'envie. Quand on est jeune, on sort d'une école, on a envie de réussite, on a envie de gagner de l'argent, on a envie de créer et on a envie de découvrir. Donc, l'envie est un point important. Et la troisième chose, c'est avec le temps, il faut être persévérant. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas. Quand il y a les hauts, tout va. Quand il y a les bas, il faut se remonter les manches et il faut combattre. Donc, voilà les 3 points importants, je pense. C'est aimer l'aventure, avoir envie et être persévérant. Merci, merci Frédéric. C'est vrai que votre parcours montre ces 3 qualités, être persévérant et être aventurier. Vous avez vécu quand même des aventures particulières. Mais revenons peut-être à Radi, parce que ce qu'on a envie de savoir aussi, c'est depuis 1 an, comment ça se passe pour vous? Alors, on va vous poser la question à tous les 3. Mais avec cette année si particulière partout, Radi, comment ça s'est passé pour vous cette année? Peut-être Véronique, si tu peux passer la vidéo de Radi, soit au début, avant son intervention. Ça nous... Et à un coût raisonnable. Je m'appelle
Je m'appelle Medjigen, je suis sage-femme ici à Nest, sage-femme d'État. Chez nous, on prend la patiente non seulement dans le domaine sanitaire, mais aussi psychologiquement. On prend notre temps, on peut même aller jusqu'à 30 à 1 heure de temps par consultation. On est dans une période où c'est le temps de s'affirmer pour les femmes et de montrer ce dont on est capable et aussi apporter une touche de féminité dans les entreprises sénégalaises. Donc aujourd'hui, avec l'ouverture de notre plateau 24 heures sur 24 et de la clinique, ça permet vraiment de gérer les urgences comme les crises d'asthme ou une forte fièvre la nuit ou certaines diarrhées ou les vomissements. Ça a un impact fort sur la santé des populations environnantes. La principale préoccupation, c'était l'impact social. Donc, Radi, alors, comment allez-vous? Comment ça s'est passé cette année? Comment ça s'est passé pour vous, pour Dakar et pour votre entreprise? Merci Nathalie. Alors, c'est vrai que cette année a été difficile pour l'économie en général, pour le Sénégal et pour beaucoup d'entreprises. Et les gens ont vécu une certaine détresse sociale qu'on a vu s'exprimer ces derniers temps avec les émeutes que nous avons connues. Et chez Nest, vu qu'on on prend en charge plutôt des femmes et des enfants dans le cadre de la grossesse, nous n'avons pas été beaucoup impactés. Nous n'avons pas réellement été impactés parce que voilà. On ne peut pas repousser les dates d'accouchement. La naissance, elle a son calendrier et on ne peut pas vraiment repousser. Du coup, notre activité principale a été maintenue. Au niveau des équipes, là, il faut vraiment que je voudrais vraiment saluer aussi la capacité d'adaptation des équipes, parce que pour des équipes médicales, paramédicales qui sont exposées dans une situation de pandémie, il faut savoir garder son sang-froid et ne pas céder à la panique. Et ça a été le cas aussi. Et l'autre avantage qu'on a eu aussi, c'est que depuis 3 ans maintenant, on a mis en place un système d'information, ce qui fait que même d'un point de vue administratif, on a pu travailler à distance et continuer aussi nos activités, notre monitoring, sans pour autant voilà, que cela impacte les opérations. Donc, chez Nest, on n'a pas été vraiment impacté. Par contre, on a vu vraiment autour de nous des entreprises fermées, des gens qui ont vécu une certaine détresse sociale, et puis même le plan économique global du pays qui a été ralenti à cause de ça. Après, une des conséquences aussi, c'est que il y a aujourd'hui un intérêt accru pour le secteur de la santé. Il y a une vraie prise de conscience à la fois des États et puis également des investisseurs sur le fait qu'il est essentiel aujourd'hui d'avoir un secteur de la santé fort pour chaque pays. Et si on regarde au niveau des priorités nationales, les plans de développement ont été ajustés en doublant par exemple les budgets de l'État pour la santé. Il y a une véritable prise de conscience sur la nécessité d'avoir une certaine autonomie sanitaire dans nos pays. Et ça c'est un résultat direct de la crise que nous venons de connaître. Oui, d'accord. Ok. Merci. Merci, Radi. Et Sidi, même question. Donc, dans un monde entré dans une crise Covid, comment allez-vous? Comment est le contexte en Mauritanie? Et quelles sont vos perspectives? Pendant votre réponse, j'invite les participants
à répondre à une question sondage, parce que parfois on est un petit peu éloigné des vrais chiffres. Et je vous propose de répondre à la question de savoir quel est, à votre avis, le taux d'équipement d'électricité et d'eau en zone rurale en Mauritanie. Donc, Sidi répondra à la question de votre sondage à la fin. Et donc, Sidi, en attendant, comment allez-vous? Comment ça se passe pour vous? Bon, ça va très bien. En fait, nous, heureusement, en Mauritanie, on n'a pas été trop affecté. Globalement, le pays n'a pas été très affecté par les problèmes de la Covid. Pour CDS aussi, on a eu une année plutôt normale. C'est vrai qu'au début, avec la limitation, avec le confinement et la limitation des déplacements entre régions, on a eu quelques mois de retard, donc parce que les équipes avaient du mal à se déplacer à l'intérieur du pays. Mais en dehors de ça, on n'a pas vraiment été impacté négativement par la Covid. Et on a fait une année tout à fait normale. Je pense que le pays, globalement, c'est vrai on a connu un ralentissement global du pays parce qu'il y a moins d'activités, il y a moins d'initiatives. Mais du point de vue santé, donc globalement, ça reste très faible, un impact assez faible sur le pays. Et donc, sur CDS, on n'a pas eu de... Ce qui est intéressant, c'est que, comme l'a dit Khadi aussi, au niveau de l'eau, surtout au niveau de l'eau et de l'énergie, il y a une prise de conscience des pouvoirs publics qu'il faut accélérer le processus d'accès à l'eau et à l'énergie dans les zones. Parce que très vite, quand on a voulu fermer les régions, on se rend compte qu'il faut de l'eau. Et il faut que, si on dit aux populations de rester chez elles et qu'il n'y a plus d'économie, donc ils sont obligés d'avoir de l'eau en fait. Ouais. Et là, l'État a pris des initiatives de subventionner l'eau pendant la période de la crise. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est que tout le monde est conscient de cette nécessité d'accélérer le processus et que le privé, deuxième élément que nous, on a aussi pris en compte clairement, c'est que le privé peut jouer un rôle pour accélérer ce processus et que le partenariat entre le public et le privé permet d'aller plus vite et de faire accéder à un maximum de personnes à ces services qui sont essentiels, surtout dans les zones rurales qui aujourd'hui sont très peu desservies en énergie et en eau au niveau de nos pays africains. Et donc ça aussi, c'est une prise de conscience qui est intéressante pour nous et ça donne des perspectives de marché et aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau des partenaires d'aide publique au développement pour développer ça. Ouais, c'est super important ça. Merci Sidi. Alors en parallèle, donc je vous donne les réponses au sondage. En milieu rural en Mauritanie, quel est selon vous le taux d'accès à l'énergie? 74% ont répondu 10%. Et une petite minorité a répondu 50%. Donc l'accès à l'énergie en milieu rural. Et je pense qu'effectivement, les premiers en Mauritanie, c'est moins de 10%. Donc la première vague est la bonne réponse. Il y a moins de 10% d'accès à l'énergie en milieu rural en Mauritanie. Ouais. Et pour l'eau, l'accès à l'eau potable, et 50, voilà. 80 ou 100. La majorité des participants ont répondu 50%. Voilà, exactement, c'est ça. On dit en gros qu'en Mauritanie, un sur deux n'a pas accès à l'eau. En milieu rural en Mauritanie, donc il y a un gap au niveau des deux accès, plus accentué au niveau de l'énergie qu'au niveau de l'eau. Bon, merci Sidi. Merci. Frédéric, donc un an après, comment allez-vous? Alors vous, à titre personnel, vous pour votre entreprise et vous pour Madagascar. Les trois aspects de la réponse sont importants. Et en parallèle aussi, on va demander aux participants de répondre à une question sur l'emploi formel à Madagascar, à laquelle Frédéric répondra à la fin. Donc, comment allez-vous, Frédéric? Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an? Personnellement, j'ai été touché d'un Covid assez fort avec coma en juillet 2020. Ce Covid a entraîné une tuberculose ganglionnaire latente, qui a entraîné une aplasie, qui a entraîné une thrombose, qui a entraîné une embolie pulmonaire et j'ai fini par un SRI. Tout ça pour dire que personnellement, pendant 5 mois,
j'étais totalement en dehors de l'entreprise, totalement en dehors de Madagascar, et que je n'avais plus aucun contact avec que ce soit les clients ou que ce soit les fournisseurs, et j'ai abandonné du jour au lendemain toute mon entreprise. Quand je suis retourné au travail début décembre, j'ai été très agréablement surpris de voir que toutes les équipes, que tous les employés, dans un contexte difficile, parce qu'il faut savoir qu'en 2020, on a quand même perdu 35% de notre chiffre d'affaires, tous les employés et tout le personnel d'encadrement, ainsi que les actionnaires, avaient mis en place des process qui ont permis à l'entreprise de se maintenir, voire même de performer. Alors, ça laisse à réfléchir parce que finalement, je me pose la question, est-ce que je n'ai pas intérêt à laisser justement continuer ces choses-là, à me concentrer sur des points sur lesquels je n'avais jamais pris le temps de me concentrer. Et donc, je pense que cette maladie, j'en ressors plus renforcée et ça a eu le mérite de faire réfléchir. Donc ça, c'est un premier point. Aujourd'hui, maintenant, pour l'entreprise, je pense que comme beaucoup d'entreprises dans le monde, on est directement impacté par le Covid. On a des gens qui sont malades. Je touche du bois, on n'a pas encore de morts, mais comme on exporte 100% de nos productions sur l'Europe, on dépend énormément des décisions prises par les pays européens. Et quand les boutiques sont fermées, c'est difficile pour nos clients. En Europe, quand les gens sont confinés, les gens ont un chômage, c'est-à-dire qu'on leur garantit un minimum vital. Ils peuvent décemment vivre. Sur Madagascar, ce n'est pas le cas. Je pense, comme beaucoup de pays sur Madagascar, c'est la crise sociale qu'on doit supporter tous les jours. Madagascar est un pays pauvre. Il faut savoir que le salaire moyen est de 50 € par mois et qu'il n'y a pas de chômage. C'est-à-dire que dès que les entreprises ferment, ça veut dire que vous laissez partir les employés et ils sont laissés à eux-mêmes. Donc, c'est ça qui est extrêmement compliqué aujourd'hui à gérer, c'est l'aspect social des choses. On est amené à prendre des décisions qui parfois sont dures, comme de provoquer des licenciements économiques, de maintenir sa trésorerie à flot, qui est un véritable challenge, et d'essayer de continuer à avoir des commandes et de continuer à faire tourner l'outil de production en espérant que la Covid se termine le plus rapidement possible pour nous tous. Donc, voilà un petit peu la situation actuellement pour Ultramail, Frédéric Vibo et Madagascar. Oui, écoutez, merci. Ouais, Frédéric, c'était une année quand même qui montre particulièrement que les équipes que vous avez montées, que vous avez constituées, vous avez pu vous appuyer sur elles et pendant que vous n'étiez pas là, en fait, elles ont fonctionné. Et ça m'amène à penser, à poser une question en fait sur le management à Madagascar, parce qu'il y a le chef d'entreprise et il y a les équipes. Et les équipes, souvent, vous disiez qu'il y avait un problème de formation et que vous aviez des difficultés à trouver ces personnes. Mais là, vous avez formé des équipes. Et comment ça se passe? Comment vous pouvez trouver des personnes, des managers, en fait, des contremaîtres dans votre entreprise? Alors, j'ai répondu justement à une personne qui posait la question sur la formation. C'est un point clé, je pense, pour Madagascar. On manque cruellement de compétences en termes de middle management. Et pour combler ce déficit, il est clair qu'on a dû importer ces compétences. Et donc, ça veut dire faire venir des expatriés qui ont un coût bien plus important qu'une ressource locale, bien évidemment, mais qui est nécessaire si on veut faire développer l'entreprise. Et en tant qu'entrepreneur, ça a été une grande leçon, il y a une quinzaine d'années, d'accepter de prendre un directeur de production qui va avoir un salaire supérieur au vôtre, d'accepter que cette personne-là
est plus compétent que vous, hein, parce qu'il faut bien avoir notion que quand on monte une entreprise, on est le meilleur. Et donc, tout ça, bah, justement, ça a déclenché le fait de faire venir ces compétences. Mon micro était éteint. Vous parlez, je pense, en fait, de cette question qui traite à l'autonomie du pays en matière de formation. Est-ce que, Sidi, vous avez la même problématique en Mauritanie? Est-ce que vous arrivez à trouver le personnel dont vous avez besoin pour développer votre entreprise? Je crois que c'est une vraie problématique. Aujourd'hui, c'est clair que le problème de compétences se pose pour les PME. Il n'y a pas beaucoup de compétences et quand il y a des bonnes compétences, elles sont aussi naturellement attirées par certaines entreprises qui ont plus de capacités de paiement que les PME. Oui. Donc, nous, on est beaucoup en formation interne. Donc, ce qui coûte cher et ce qui prend du temps de vouloir effectivement prendre des jeunes et attendre qu'ils soient compétents au sein de l'entreprise, ça prend beaucoup de temps. Et il est plus qu'urgent, effectivement, qu'il y ait des formations adaptées. Dernièrement, effectivement, il y a une prise de conscience aussi au niveau du gouvernement par rapport à ça, surtout par rapport à l'énergie. Et donc, je pense qu'il y a un forum de l'AFD qui va être lancé et qui implique justement les entreprises comme nous, avec les entreprises publiques aussi, pour regarder quelle est la meilleure formation qui répond aux besoins des entreprises. Et c'est ça qui va permettre de nous régler effectivement certains problèmes. Mais aujourd'hui, c'est pas évident de trouver les profils qu'on recherche sur le marché mauritanien. Et c'est pas évident aussi de les faire venir de l'extérieur parce que ça coûterait extrêmement cher pour nous, en tout cas, dans nos domaines, effectivement. Et je vais vous poser une question un peu d'européenne, on va dire, hein, mais est-ce que vous embauchez facilement des femmes dans votre entreprise? On a des femmes. On a des femmes au niveau de l'entreprise. C'est vrai qu'elles sont beaucoup plus sur des postes administratifs ou bureaux, parce que sur nos métiers, quand même, on est essentiellement dans des zones rurales très enclavées, avec beaucoup de déplacements. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont très intéressées par nos métiers, mais nous en avons, et au niveau de l'administration, au niveau de l'appui technique. Et au niveau de certains villages aussi, on travaille avec des femmes au niveau de la gestion commerciale, mais c'est très rare, c'est moins fréquent dans nos métiers, effectivement. Oui. Et Khadi, votre parcours vous a, en tant que femme, est-ce que, à votre avis, vous avez eu des difficultés particulières, ou est-ce que être entrepreneur femme à Dakar aujourd'hui, c'est aussi facile que pour un homme? Alors, moi, au départ, c'était surtout l'aspect, je dirais, jeunesse qui était un frein. Mais avec le temps, j'ai pris conscience que, en tant que femme, les interactions étaient différentes. Et ça m'a pris du temps, hein, pour réaliser cela, pour me rendre compte, surtout dans un processus de levée de fonds, etc., que l'interlocuteur ne répondait pas de la même façon, et j'ai soupçonné. Quand je dis que ça m'a pris beaucoup de temps, c'est vraiment qu'en 2019 que je me suis dit, tiens, c'est peut-être le fait que je sois une femme qui fait que les interactions sont un peu différentes. Donc ça, oui, ça je l'ai vécu. Et on a aussi cette tendance à l'autocensure quand on est une femme. C'est aussi pareil, c'est quelque chose que je ne pensais pas, en tout cas avoir, mais je me suis rendu compte également que j'avais aussi cette tendance des fois à l'autocensure et à se rabaisser un peu, et donc il fallait un peu développer cette confiance en soi et venir avec un peu plus d'assurance. Et
Donc ça c'est une réalité que j'ai pris du temps à comprendre. L'autre aspect aussi en tant que femme qui est une vraie difficulté, c'est d'allier ça avec la maternité. Moi, j'ai eu ma première fille en 2018 et ma deuxième en 2020. Et c'est vrai que la maternité, c'est un vrai défi qui vient, on doit s'il faut l'allier à l'entrepreneuriat et même à la carrière professionnelle. Et souvent que l'environnement ne comprend pas s'il n'est pas suffisamment, je dirais, féminin. Donc, je ne peux que pousser pour qu'il y ait plus de femmes dans les instances de gouvernance pour vraiment comprendre ce type de défi aussi auquel font face les femmes. Oui. Ok, merci. Je propose de prendre des questions qui nous sont posées sur le chat. Et je propose aussi d'associer Grégory Clément et Jean-Michel Cédrino aux réponses parce qu'il y a des questions qui vont les concerner. Alors, une première question à poser à vous trois entrepreneurs. Quels sont les critères qui vous ont orienté vers investisseurs et partenaires? Donc, pourquoi votre choix s'est posé sur IEP au moment où vous aviez eu besoin d'argent, d'appui? Peut-être Frédéric, je propose une première réponse. Oui, alors le choix d'IEP, c'est de le faire entrer en tant qu'actionnaire. Il y a une différence pour moi, et je pense pour tout le monde, entre un actionnaire, prendre de l'argent avec un actionnaire et prendre de l'argent avec une banque. Cette différence, elle est toute simple dans un contexte qui est le nôtre, c'est qu'on n'a pas forcément une visibilité à moyen terme ou à long terme qui est vraiment claire. Et donc, le fait d'avoir un actionnaire, il va partager ce flou dans le futur. Une banque ne partagera pas ce flou. Une banque va vous prêter de l'argent et à la fin du mois, elle va exiger que les remboursements soient faits régulièrement. Et si jamais il y a un décalage parce que, par exemple, l'année Covid, ce n'est pas son souci. Elle va donc réclamer son argent et elle est dans la loi si elle demande de faire exécuter les garanties que vous avez données. Et donc, le risque, il est là. Voilà. La deuxième chose avec IEP, c'est qu'on va prendre on va récupérer, je dirais, un savoir et on va être connecté à tout un réseau. Et je pense que ça, c'est vraiment très important. Je vais proposer à Jean-Michel d'intervenir pour confirmer le positionnement de IEP par rapport à un financement plus classique. Oui, alors bon, effectivement, comme l'a très bien dit Frédéric, le rôle d'un actionnaire, c'est de courir tous les risques de l'entreprise au fur et à mesure que se passent les années et d'être partie aux réussites comme aux échecs, ce qui est bien sûr une posture très différente. C'est une relation qui est souvent perçue avec un mélange d'intérêt et de défiance par les entrepreneurs avec qui on commence à démarrer, parce que rentrer au capital, c'est aussi partager le pouvoir dans son entreprise. Et c'est donc un acte de très grande confiance qui est fait aux partenaires extérieurs qui rentrent. Et ce n'est pas non plus un acte gratuit, puisque notre caractéristique, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'années, nous devrons quitter l'entreprise, vendre nos participations, et nous ne vivons que des bénéfices que nous faisons entre le moment où nous rentrons avec l'entreprise et nous partons. Donc, pour rémunérer nos équipes, pour rémunérer nos investisseurs, il faut que nous fassions des plus-values sur la sortie. Et c'est donc aussi une exigence, alors qui est commune avec l'entrepreneur et un intérêt qui est d'ailleurs convergent avec l'entreprise, puisque nous rentrons dans une entreprise pour la faire prospérer, pour que nous prospérions ensemble et pour partager les fruits de cette croissance. Donc, mais c'est un partenariat qui est complexe à monter du fait de ce partage du pouvoir, du fait de la discussion sur les conditions dans lesquelles nous sortirons de l'entreprise. Et du coup, je trouve que dans ce travail qui est fait ensemble, ce qui est le véritable enjeu, c'est la création de la confiance.
dans un parcours où on peut s'entendre sur un certain nombre de règles du jeu, mais où évidemment bien des choses se passeront qui ne peuvent pas être prédites, et avec des nombreuses décisions qui devront être prises ensemble au cours des années. Alors pour nous, à IEP, au début, c'était encore plus difficile que maintenant, parce que déjà, dans les pays africains, les relations de partage du capital sont rares. Donc quasiment avec toutes les entreprises avec lesquelles nous commençons à travailler, c'est une découverte. Il y a très peu de références. Et en plus, donc au début de notre aventure, il y a maintenant une vingtaine d'années, nous avions nous-mêmes peu de références. Parce que ce qui est, les entrepreneurs sont comme les agriculteurs. Ils peuvent très bien comprendre les discours, mais ce qu'ils préfèrent, c'est voir les actes. Donc, observer des parcours qui ont été réussis, voir qu'est-ce qui a pu se passer dans leur pays ou dans les pays voisins, avec des entrepreneurs qui peuvent d'ailleurs parfois connaître, ou dont on peut entendre parler, et voir que les sorties se sont aussi bien passées, c'est très essentiel. Et donc, nous avons pu, au fur et à mesure des années, construire une histoire d'un nombre croissant de sorties qui se passent bien, qui montre que toute cette trajectoire peut être réussie. Et là, parmi les trois amis avec qui nous discutons aujourd'hui, il y a une entreprise, en l'occurrence CBCD, la CBS, avec laquelle nous avons fait la totalité de ce parcours, parce que nous avons quitté en amitié, je dirais, CBS il y a maintenant 3-4 ans, je ne sais plus s'il y a. Avec Frédéric, le parcours est fait en partie. Et avec Radi, l'histoire est encore en train de s'écrire. Ce sont des sujets dont nous parlons souvent. Mais donc, je crois que cette démarche, ce partenariat, cette relation, c'est une relation très inhabituelle dans le monde du financement. C'est une relation très, très intime, on va dire. Et je vais terminer en utilisant une image. Cette relation, c'est un mariage à durée limitée. Pour investir ensemble, pour partager le capital, pour entrer dans cette atmosphère, il faut s'aimer. Si on ne s'aime pas, ce n'est pas possible. Donc il faut être amoureux des deux côtés. Il faut écrire un contrat de mariage, parce que s'il n'y a pas de contrat de mariage, ça ne va pas fonctionner. Et dans le contrat de mariage, il faut non seulement prévoir l'éventualité du divorce, mais en fait constater sa certitude et en décrire les modalités. Et puis, le moment venu, il faut arriver à se séparer. Alors, c'est là que le mot divorce est un mauvais mot, mais il faut se séparer dans ce mariage à durée limitée. Là aussi, en amitié, et ce qui fait la réussite complète, c'est quand on a réussi à faire tout ce parcours d'une manière impeccable. Et c'est souvent le cas. Il y a des échecs, hein. Il y a des échecs. Ça serait faux de dire un mensonge, de dire qu'il n'y a pas de... D'abord, il n'y a pas de difficulté. Comme dans tout mariage, il y a des difficultés et des moments problématiques. Et puis parfois, le divorce se passe mal. Mais dans l'immense majorité des cas, le parcours est heureux pour tous les protagonistes et il y a de nombreux enfants. Alors, il y a une question du public sur la prise en compte du développement durable dans les financements qui peut être posé à ProParco. Est-ce que lorsque vous regardez une fiancée, pour vous marier, vous regardez si elle est plus écologique, attachée au développement durable ou pas forcément? C'est une question pour ProParco, j'imagine. Je suis désolé, je n'avais pas bien entendu. Mais effectivement, alors donc là, on parle beaucoup de mariage et de séparation. Mais effectivement, en fait, je pense que quand on décide de travailler, et particulièrement quand on décide d'investir, ce qui est le cas du métier exercé par IEP, c'est vrai qu'on doit penser à l'engagement initial, mais on doit également penser à la suite. Et c'est quand même c'est un métier qui est quand même particulier, puisque d'emblée, on doit viser une séparation joyeuse. Nathalie, je n'ai pas très bien entendu ta question. Et heureuse. La question, c'est est-ce qu'on doit être particulièrement attentif aux qualités
en matière de développement durable du client, du prospect, de l'entité, de l'entreprise que l'on va accompagner. Alors, et la question était, je crois, adressée donc à Proparco, je n'avais pas très bien entendu également. Nous, typiquement, en fait, quand on intervient dans énormément de secteurs en tant qu'institution financière de développement, et donc forcément, on est là pour apporter de la valeur ajoutée, au-delà de nos financements, de la valeur ajoutée extra-financière. Et donc, on a déployé et on a aujourd'hui un certain nombre d'instruments pour apporter de l'assistance technique, du renforcement de capacités, pour accompagner nos clients et nos partenaires. Donc, bien sûr, on va essayer de s'attacher avant tout début au début d'une relation à vérifier en fait qu'on partage un minimum d'ADN commun. L'idée, c'est de voir quelle est la sensibilité, notamment de l'entreprise, de l'entrepreneur, à aller de l'avant, à aller rechercher les meilleurs standards, par exemple, sur les sujets environnementaux et sociaux. Est-ce qu'il y a une volonté également de progresser sur les sujets de bonne gouvernance, etc. Et si la réponse est oui à ces questions-là, eh bien nous, en fait, on sera enclin à franchir le pas et à les accompagner. Ensuite, on regarde bien sûr les situations de départ. On connaît les meilleurs standards en matière environnementale, sociale, de gouvernance, etc. Généralement, l'approche d'une institution financière de développement, c'est de regarder, de faire une analyse de gap entre la situation de départ et puis le meilleur standard. La réalité, c'est qu'il ne faut pas viser immédiatement, en tout cas c'est ma conviction personnelle, le meilleur standard immédiatement. Il y a un principe de réalité qui s'impose à nous. Il y a un pragmatisme, il y a une capacité en fait de l'entreprise à progresser. Donc il y a deux éléments clés. Il y a la volonté de l'entreprise de progresser. Ça, c'est le premier point, parce qu'on a un minimum d'ADN commun pour fonctionner ensemble et accepter de les financer, de contribuer à leur développement. Puis il y a un deuxième élément, c'est la capacité. Et la capacité de l'entreprise, elle est très différente en fonction de sa propre maturité, de sa propre structure, de son propre historique et de son stade de développement. Donc pour ça, on a bien sûr un certain nombre d'outils pour accompagner les entreprises et c'est la raison pour laquelle il y a aussi des interventions que nous ne pouvons pas faire seuls, en direct en tous les cas. Et c'est la raison pour laquelle nous appuyons sur des entités comme celle de Jean-Michel avec IEP qui va cibler des tailles d'entreprises spécifiques qui sont généralement de taille plus petite que celles que nous pouvons viser en direct et avec notre propre modèle économique. Donc voilà ce que je voulais dire. Sur le développement durable, on discute avec tout le monde. Notre objectif, c'est de tirer tout le monde vers les meilleurs standards. On le fait progressivement, dans la durée et au fil de l'eau de nos interventions. Et je rebondis pour poser une question à Frédéric sur le développement durable, parce que Frédéric, Ultramail a entrepris une filière bio. Est-ce que c'était une conviction personnelle? Est-ce que c'est une opportunité de marché? Est-ce que c'est les deux? Quel était votre engagement, Frédéric, sur cette filière? En fait, on a démarré tout ce qui était bio il y a à peu près 16 ans. Ça a été avant tout d'abord une demande. On exporte 100% de nos productions, beaucoup en Europe, et donc c'est une demande qui a été faite par nos clients. Il a fallu donc s'adapter et il a fallu comprendre l'intérêt de cette nouvelle façon de voir les choses. Aujourd'hui, parler bio, quand vous exportez sur la France, la Belgique ou l'Italie, ça coule de sens, il y a des publicités partout, mais il y a 16 ans, il fallait y croire et il fallait mettre les moyens pour ça. Et donc, oui, c'est évident que c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui on a un marché, sur lequel on est connu. C'est pas forcément quelque chose de simple, hein, parce que tout n'est pas bio. Et dès que certains professionnels commencent à fouiller et veulent vraiment quelque chose de sérieux, c'est là où nous, Ultramail, on arrive parce qu'on a ce savoir-faire et on ne se dit pas bio parce qu'on est bio. On se dit bio parce qu'il y a une jeunesse par rapport à ça et parce qu'aujourd'hui, il y a un réel engagement de l'entreprise sur ce secteur d'activité. Voilà. Et tout ce qui est les autres questions pour tout ce qui est solaire et toutes ces choses-là, c'est des choses avec lesquelles on parle beaucoup, c'est des choses avec lesquelles IEP nous demande de réfléchir. Alors après, il faut lier ça à tout l'environnement financier.
C'est-à-dire que c'est pas, on va pas faire du solaire pour faire du solaire. Il faut qu'il y ait également une rentabilité financière derrière. Et ça fait partie de l'intérêt d'avoir des actionnaires qui partagent des idées et qui ouvrent, je dirais, des nouvelles réflexions. Voilà. Et donc aujourd'hui, le travail, on travaille donc le bio, on est OK. Et maintenant, c'est sur tout ce qui est énergie renouvelable. Donc on a des grosses chaudières. Donc c'est plutôt que de faire de l'énergie fossile, hein, donc du fuel ou du gasoil, on passe plus sur du bois, du déchet et sur de la briquette recomposée de déchets. Et puis après, sur l'énergie propre, c'est le solaire. Hein. On est quand même en Afrique, on a beaucoup de soleil. Et donc, on réfléchit également à cette opportunité. Merci Frédéric. On a oublié de répondre à la question du sondage. Quel est le taux d'emploi formel à Madagascar? 7%, 27%, 57%? Quelle est la réponse? Alors, l'emploi formel à Madagascar est de 7%. On a très peu d'emplois officiels à Madagascar, ce qui ne veut pas dire que les gens ne travaillent pas. Mais les gens travaillent sans être déclarés. Et surtout dans les villes, il y a du travail, mais la partie officielle est que de 7%. Et pour travailler avec des gens comme IEP, on doit être officiel, on doit se conformer à des règles. Bien sûr. Alors comme nous on exporte et nos clients sont européens ou sud-africains, c'est eux également qui nous donnent leurs règles. Il y a de plus en plus d'entreprises citoyennes de par le monde qui sélectionnent leurs fournisseurs. Et je pense que ça, c'est un énorme avantage parce que du coup, ça évite d'avoir des teintures cancérigènes, d'avoir des enfants qui travaillent dans les usines et toutes ces choses-là. Merci. Le temps passe et nous allons bientôt conclure. Ce que je vous propose, c'est de répondre à une dernière question tous. En fait, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez participé à ce webinaire? En fait, c'est quoi votre objectif en matière de communication? Quel est votre engagement dans un webinaire comme ça et pour communiquer? Khadi? Alors, pour moi, c'est important de communiquer sur les défis de l'entrepreneuriat en Afrique. Je connais plus particulièrement le Sénégal. Ce n'est pas évident, comme l'a dit Sidi et Frédéric aussi l'a mentionné. On fait face à des défis. Le premier étant le recrutement de compétences, la formation, etc. Et donc, dès l'instant qu'on entreprend en Afrique, on est obligé d'impacter plus parce qu'il faut en compétences, il faut investir dans de la qualité, il faut investir dans de la formation. Et finalement, on finit par impacter un peu tout son écosystème. Ça coûte cher, ça ralentit un peu les projets de développement, mais c'est nécessaire. Et aujourd'hui, de pouvoir partager ces expériences-là, ça me paraît être important. Je dirais que il est important pour les entrepreneurs d'avoir une vision et une ambition, de ne pas censurer cette ambition. Mais si on a des moyens limités, de toujours faire les premiers pas en fait là-dedans. Premiers pas dans la qualité. Voilà, si on peut déjà impacter 100 personnes, il faut le faire tout en gardant en vue qu'on veut en impacter 100 000 ou voire 1 million. Ok, merci. Merci Khadi. Sidi, quel était votre engagement à participer à un webinaire comme celui d'aujourd'hui? Non, je crois que c'est important de faire connaître effectivement les entreprises, mais aussi le contexte où on entreprend. Et effectivement, c'est un peu des modèles, ou en tout cas montrer l'exemple, c'est certaines, pour donner, comme vous l'avez dit au début, courage à certains de démarrer des entreprises ou à les développer. C'est vrai aussi qu'il y a peut-être à faire attention à des effets de mode où tout le monde va devenir entrepreneur, où on a des startups partout, que c'est pas toujours facile, qu'il faut faire des vraies entreprises qui créent de l'emploi, qui ont de l'impact, et non pas faire effectivement beaucoup de petites entreprises qui n'ont pas de chance ou qui n'ont pas d'avenir de se développer rapidement par rapport à ça. Une autre problématique peut-être, et qui est dans le contexte en tout cas de Nest et de CDS, est tout à fait pertinente,
c'est cette complémentarité entre le public et le privé. Et je crois qu'on ne l'utilise pas suffisamment en Afrique. On est soit trop tendance privée et informelle comme à Madagascar, soit trop public. Et vraiment sur nos vrais problèmes sociaux d'accès à la santé, à l'éducation, à l'énergie, à l'eau, il y a un modèle, comme vous l'avez bien dit dans le cas d'Ernest, à trouver pour combiner les deux. Je pense que le tout public est très difficile et coûterait très cher. Le tout privé n'est pas évident parce que nos secteurs privés aussi n'ont pas les moyens qu'il faut, ils n'ont pas les compétences. Il faut trouver un modèle milieu qui permet de répondre rapidement aux besoins de nos populations en utilisant l'énergie de tout le monde, privé et public. Et ça, c'est quelque chose à créer, à développer dans nos pays. Voilà, merci. Ah oui, mon micro était éteint. Frédéric, un petit mot de conclusion peut-être? Pourquoi? Certainement, ma participation à ce webinaire, d'abord, c'est la première fois que je fais un tel événement, donc c'est la curiosité. La deuxième chose, c'était l'envie de dire que quand IEP est rentré dans mon entreprise, ça a boosté mon entreprise. Et donc, ce que je veux dire aux entrepreneurs, c'est ne pas hésiter à faire rentrer, à partager quelque part son entreprise, parce que ça peut vous apporter une grande satisfaction. Et enfin, la dernière chose, c'est de dire à tous les entrepreneurs qui sont là, il faut investir en Afrique. C'est le marché de demain. Et même si ce n'est pas le marché forcément de demain dans un produit bien spécifique, les pays africains sont des pays où il y a des fortes croissances. Et je crois que le jeu en vaut la chandelle. Donc, il ne faut pas tergiverser, perdre de temps. Et il faut vraiment s'intéresser à l'Afrique. Il faut y aller. Merci. Merci. Grégory, pourquoi Proparco était intéressé à participer à un webinaire comme ça, comme celui de ce matin? Oui, alors on était très intéressés bien sûr à participer ce matin. D'abord parce que je pense qu'il nous faut plus de livres comme celui-ci. Hein. Voilà, je le montre. Lisez-le. Il nous faut des témoignages d'entrepreneurs et il nous faut ce type de format de webinaire. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense qu'il faut donner l'envie en fait d'entreprendre. Et pour donner l'envie d'entreprendre, il y a eu des mots qui sont sortis, qui ont été exprimés aujourd'hui. Il y a eu l'envie, le désir, la rencontre, il faut oser, il faut être patient, etc. Donc, je pense que c'est très important pour donner envie d'entreprendre qu'il y ait des témoignages, des success stories et que ça crée en fait quelque part un peu d'engouement et un effet d'entraînement. À la fois, bon, d'abord pour créer peut-être des vocations. Alors, faut se méfier effectivement des phénomènes de mode, mais je pense que on en est encore loin. Donc, ce risque n'est pas immédiat. En revanche, il faut vraiment qu'il y ait ce type de témoignage pour créer des vocations et que voilà, la jeunesse africaine, les entrepreneurs puissent se prendre en main et oser. Et puis nous, on est là pour les accompagner. Et pour les accompagner, on a aussi besoin de ressources. Je crois que une institution comme Proparco, qui existe maintenant depuis plus de 40 ans, a fait la démonstration au cours de ces dernières années qu'il était possible et également rentable d'investir au continent, d'investir en Afrique, d'investir dans les TPE, dans les PME, en direct ou à travers des partenaires comme IEP, je l'ai déjà indiqué. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais la nouvelle frontière consiste sans doute à mobiliser la ressource, l'épargne, qu'elle soit locale ou internationale, pour l'orienter vers le financement des économies et des économies africaines, en étant soucieux d'un développement qui soit compatible avec les grands enjeux d'aujourd'hui, les objectifs de développement durable et notamment le climat ou les sujets environnementaux et sociaux. Donc voilà, je pense que pour toutes ces raisons, il était extrêmement important pour nous, en tous les cas, d'être présent à ce webinaire à côté de Jean-Michel, ses équipes et des entrepreneurs qui ont eu la gentillesse de témoigner ce matin. Voilà, merci beaucoup. Merci Grégory. Jean-Michel, je vais vous proposer un petit mot de conclusion. Il sera super bref parce que je crois que Grégory a vraiment dit 99% de ce que j'avais envie de dire et je le remercie. Donc, je ferai juste un très bref complément pour dire que c'est important de donner
envie d'entreprendre aux entrepreneurs et africains et aux candidats. C'est essentiel. C'est aussi, j'espère aussi que ce type de séminaire de webinaire peut être l'occasion de donner envie de financer ces entrepreneurs à des acteurs privés, à des gens qui s'intéressent au soutien à l'entrepreneuriat. Voilà, et que ces webinaires peuvent véhiculer l'image vraie que le continent africain est une terre d'entrepreneuriat, une terre de dynamisme, et qu'on y rencontre des personnalités magnifiques, des projets formidables, des perspectives d'investissement rentables, et qui servent le bien commun. Donc j'espère que ce type de rencontre peut aussi servir à ça. Et du coup, comme encore une fois, Grégory a été très complet et très juste, je me contenterai de dire, même pas fatigué. Merci. Alors, merci à tous, participants, modérateurs et publics. Et merci à la technique notamment, parce que c'était quand même une jolie prouesse d'être tous en même temps, Nouakchott, Tananarive, Dakar, Paris et plusieurs endroits de Paris, et vous tous qui venez du monde entier. Donc, chapeau, merci. Et je laisse les dernières notes à Magic System, donc Azalfo, chanteur ivoirien de Magic System, lui-même entrepreneur, qui s'est mouillé jusqu'à écrire la dédicace de Bâtisseur d'Afrique et qui vous invite tous à devenir entrepreneurs. Et terminons sur des notes de musique plutôt encourageantes.